Mesdames, Messieurs, amis, savoir savant, bonjour. Dans une vidéo qui a vu le jour avant celle-ci, je vous ai parlé des différentes façons qu'on peut étudier un texte, mais c'était en créole. Aujourd'hui, je vais non seulement faire le rappel de ces points, de la procédure, du processus, des procédés que l'on peut mettre en place justement pour étudier un texte. Je vais faire le rappel de ces points, mais aussi je vais voir l'exemple d'un texte avec vous et comme ça, on va faire le point sur ce texte et vous allez et faire bien sûr les correspondances. D'abord, je dois dire que l'étude d'un texte, c'est comme une autopsie littéraire. On décortique le texte pour mieux comprendre non seulement ce qu'il dit, cela veut dire le fond, mais surtout comment il le dit. Ça, c'est très important. La forme. Donc, la forme du texte, c'est très important. Non seulement il faut étudier la forme du texte, mais aussi pourquoi il le dit. Là, ça, c'est. On vient de voir comment étudier le fond, la forme, mais aussi c'est très important en étudiant un texte de chercher à comprendre l'intention de la personne qui écrit. C'est très important. De l'auteur. Ça, c'est hyper important. La première étape, bien rapidement, je rappelle, c'est le repérage. C'est une lecture active. C'est la base. On identifie, premièrement, le type de texte. Est-ce que c'est un poème? Est-ce que c'est un texte argumentatif, narratif, explicatif? Ou bien est-ce que c'est une autobiographie, etc. Et on doit identifier le locuteur, cela veut dire la personne qui prend la parole. On doit identifier dans le texte le destinataire, cela veut dire à qui le texte est destiné, et le contexte, l'époque, le courant littéraire. On souligne aussi les mots-clés, comme je l'avais dit, les champs lexicaux et les figures de style frappantes. C'est très, très important. Alors, de même pour un texte, et alors, lorsque l'on fait une dissertation, je dois aussi le souligner, l'étude de texte aussi comprend trois parties. Donc, euh, elle comprend l'introduction, le développement et la conclusion. Vous voyez? Donc, l'étude de texte aussi comprend ces trois parties. Et toutes ces choses que je vous dis là, c'est dans la première partie qui est la conclusion. La deuxième partie que l'on doit étudier dans le texte, c'est l'analyse des procédés. Ça veut dire comment c'est fait. On examine la boîte à outils de l'auteur. Vous voyez? On examine donc comment l'auteur a procédé justement pour écrire son texte, le niveau lexical. Est-ce que l'auteur a utilisé des vocabulaires abstraits, concrets, le registre de langue soutenu, familier, etc. Il faut aussi étudier la connotation. Cela veut dire où est-ce que l'auteur veut emmener son lecteur, où est-ce qu'il veut emmener le destinataire. Ça, c'est très important. On dégage les thèmes principaux, les oppositions, champs lexicaux, antithétiques et la thèse, si c'est un texte argumentatif. On cherche le projet d'écriture que voulait transmettre l'auteur. Ça, c'est très important. Voyez? Donc, en étudiant, ça, c'est je dirais, le plus important dans le travail. Que veut transmettre
l'auteur au lecteur. Donc, c'est dans cette partie, l'explication du texte. Et la quatrième partie, c'est la synthèse. Donc, la synthèse, c'est une vision d'ensemble. On replace le texte dans son mouvement littéraire. Exemple, est-ce que c'est un texte qui est basé sur le romantisme? OK. Et on l'ouvre vers des échos avec d'autres œuvres. Donc, avec des échos, cela veut dire on cherche d'autres œuvres justement pour essayer de faire une petite comparaison. On rédige une conclusion qui résume le sens global et l'intérêt du texte, sa portée, sa modernité. Il y a surtout l'erreur à ne pas faire. Certaines fois, et vous passez votre temps à paraphraser. C'est l'erreur à ne pas faire. Paraphraser, c'est répéter en d'autres mots ce que l'auteur a dit dans le texte. Il ne faut surtout pas faire cela. L'étude du texte exige d'analyser comment le sens est construit. Exemple concret. Dire que l'auteur parle de la mort, c'est une paraphrase. Analyser, c'est dire l'auteur parle de la mort via un champ lexical de la décomposition, pourriture, cadavre et des phrases hachées. Voyez, créant un effet d'horreur et de fascination chez le lecteur. Maintenant, nous allons présenter un texte. Alors, je ne vais pas prendre tout le texte, mais je vais surtout prendre une partie donc, d'un texte de René Descartes donc, que j'aime bien et je vais présenter son étude à travers ces différents points que je viens de citer. Comme je vous avais dit, dans cette vidéo, on va faire l'étude du texte de René Descartes, étude du discours de la méthode. Accrochez-vous bien. Donc, prenez votre temps, mettez votre tête sur les épaules. L'avion va décoller. Donc, savoir savant va vous emmener à bon port. Étude du discours de la méthode de René Descartes. C'est un texte publié en 1637. Le discours de la méthode, pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, est l'un des textes fondateurs de la philosophie moderne. C'est une œuvre de circonstance, il faut le souligner. Le discours de la méthode est né d'une prudence stratégique. Je rappelle que là, nous sommes dans l'introduction de l'étude d'un texte. Alors, du texte précisément, de discours de la méthode de René Descartes. En 1963, René Descartes apprend la condamnation de Galilée pour avoir soutenu l'héliocentrisme. Alors, il faut dire que l'héliocentrisme, c'est le fait pour Galilée d'avoir soutenu que le Soleil se place au centre du système solaire, la Terre et les autres planètes donc tournent autour du Soleil. Craignant le même sort, il renonce à publier son traité du monde. Donc, Descartes a écrit traité du monde, mais lorsqu'il
a entendu le sort de Galilée, donc intelligemment, il a renoncé à publier ce texte pour ne pas subir le même sort. Il a renoncé à publier ce texte et sonde le guet en proposant 3 essais scientifiques, la dioptrique, les météores, la géométrie, précédés d'une préface, le discours de la méthode. Plusieurs traits le distinguent. Une autobiographie intellectuelle. Dans cette autobiographie, Descartes raconte son parcours du collège jésuite à l'élaboration de sa méthode. Il a expressément écrit son texte en français. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, les femmes ne pouvaient pas comprendre les textes des écrivains. Et c'est généralement des textes qui étaient écrits en latin. Et Descartes lui-même, dans son intelligence, pour que son message puisse toucher un large public, il a écrit en français, donc rompant avec cette histoire d'écrire les textes en latin. Il a fait un manifeste pour la raison. Il prépare les esprits à la science nouvelle en réformant d'abord la manière de penser. Descartes a tout fait pour que la raison domine, et la raison seule domine la science. Mesdames, Messieurs, amis, savoir savants, bonjour. Dans une vidéo qui a vu le jour avant celle-ci, je vous ai parlé des différentes façons qu'on peut étudier un texte, mais c'était en créole. Aujourd'hui, je vais non seulement faire le rappel de ces points, de la procédure, du processus, des procédés que l'on peut mettre en place justement pour étudier un texte. Je vais faire le rappel de ces points, mais aussi je vais voir l'exemple d'un texte avec vous et comme ça, on va faire le point sur ce texte et vous allez faire bien sûr les correspondances. D'abord, je dois dire que l'étude d'un texte, c'est comme une autopsie littéraire. On décortique le texte pour mieux comprendre non seulement ce qu'il dit, cela veut dire le fond, mais surtout comment il le dit. Ça, c'est très important. La forme. Donc, la forme du texte, c'est très important. Non seulement il faut étudier la forme du texte, mais aussi pourquoi il le dit. Là, ça, c'est... on vient de voir comment étudier le fond, la forme, mais aussi c'est très important en étudiant un texte de chercher à comprendre l'intention de la personne qui écrit. C'est très important. De l'auteur. Ça, c'est hyper important. La première étape, bien rapidement, je rappelle, c'est le repérage. C'est une lecture active. C'est la base. On identifie, premièrement, le type de texte. Est-ce que c'est un poème? Est-ce que c'est un texte argumentatif, narratif, explicatif? Ou bien est-ce que c'est une autobiographie, etc. Et on doit identifier le locuteur. Cela veut dire la personne qui prend la parole. On doit identifier dans le texte le destinataire. Cela veut dire à qui le texte est destiné. Et le contexte, l'époque, le courant littéraire
On souligne aussi les mots-clés, comme je l'avais dit, les champs lexicaux et les figures de style frappantes. C'est très, très important. Alors, de même pour un texte, et alors, lorsque l'on fait une dissertation, je dois aussi le souligner. L'étude de texte aussi comprend trois parties. Donc, euh, elle comprend l'introduction, le développement et la conclusion. Vous voyez? Donc, l'étude de texte aussi comprend ces trois parties. Et toutes ces choses que je vous dis là, c'est dans la première partie qui est la conclusion. La deuxième partie que l'on doit étudier dans le texte, c'est l'analyse des procédés. Ça veut dire comment c'est fait. On examine la boîte à outils de l'auteur. Vous voyez? On examine donc comment l'auteur a procédé justement pour écrire son texte, le niveau lexical. Est-ce que l'auteur a utilisé des vocabulaires abstraits, concrets, le registre de langue soutenu, familier, etc. Il faut aussi étudier la connotation. Cela veut dire où est-ce que l'auteur veut emmener son lecteur, où est-ce qu'il veut emmener le destinataire. Ça, c'est très important. On dégage les thèmes principaux, les oppositions, champs lexicaux, antithétiques et la thèse, si c'est un texte argumentatif. On cherche le projet d'écriture que voulait transmettre l'auteur. Ça, c'est très important. Voyez? Donc, en étudiant, ça, c'est je dirais, le plus important dans le travail. Que veut transmettre l'auteur au lecteur? Donc, c'est dans cette partie, l'explication du texte. Et la quatrième partie, c'est la synthèse. Donc, la synthèse, c'est une vision d'ensemble. On replace le texte dans son mouvement littéraire. Exemple, est-ce que c'est un texte qui est basé sur le romantisme? OK. Et on l'ouvre vers des échos avec d'autres œuvres. Donc, avec des échos, cela veut dire on cherche d'autres œuvres justement pour essayer de faire une petite comparaison. On rédige une conclusion qui résume le sens global et l'intérêt du texte, sa portée, sa modernité. Il y a surtout l'erreur à ne pas faire. Certaines fois, et vous passez votre temps à paraphraser. C'est l'erreur à ne pas faire. Paraphraser, c'est répéter en d'autres mots ce que l'auteur a dit dans le texte. Il ne faut surtout pas faire cela. L'étude du texte exige d'analyser comment le sens est construit. Exemple concret. Dire que l'auteur parle de la mort, c'est une paraphrase. Analyser, c'est dire l'auteur parle de la mort via un champ lexical de la décomposition, pourriture, cadavre et des phrases hachées. Voyez, créant un effet d'horreur et de fascination chez le lecteur. Maintenant, nous allons présenter un texte. Alors, je ne vais pas prendre tout le texte, mais je vais surtout prendre une partie donc d'un texte de René Descartes donc que j'aime bien et je vais présenter son étude à travers ces différents points que je viens de citer. Comme je vous avais dit, dans cette vidéo, on va faire
l'étude du texte de René Descartes, étude du discours de la méthode. Accrochez-vous bien. Donc, prenez votre temps, mettez votre tête sur les épaules. L'avion va décoller. Donc, savoir savant va vous emmener à bon port. Étude du discours de la méthode de René Descartes. C'est un texte publié en 1637. Le discours de la méthode, pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, est l'un des textes fondateurs de la philosophie moderne. C'est une œuvre de circonstance, il faut le souligner. Le discours de la méthode est né d'une prudence stratégique. Je rappelle que là, nous sommes dans l'introduction de l'étude d'un texte. Alors, du texte précisément, de discours de la méthode de René Descartes. En 1963, René Descartes apprend la condamnation de Galilée pour avoir soutenu l'héliocentrisme. Alors, il faut dire que l'héliocentrisme, c'est le fait pour Galilée d'avoir soutenu que le Soleil se place au centre du système solaire, la Terre et les autres planètes donc tournent autour du Soleil. Craignant le même sort, il renonce à publier son traité du monde. Donc, Descartes a écrit traité du monde, mais lorsqu'il a entendu le sort de Galilée, donc intelligemment, il a renoncé à publier ce texte pour ne pas subir le même sort. Il a renoncé à publier ce texte et sonde le guet en proposant 3 essais scientifiques, la dioptrique, les météores, la géométrie, précédés d'une préface, le discours de la méthode. Plusieurs traits le distinguent. Une autobiographie intellectuelle. Dans cette autobiographie, Descartes raconte son parcours du collège jésuite à l'élaboration de sa méthode. Il a expressément écrit son texte en français. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, les femmes ne pouvaient pas comprendre les textes des écrivains. Et c'est généralement des textes qui étaient écrits en latin. Et Descartes lui-même, dans son intelligence, pour que son message puisse toucher un large public, il a écrit en français, donc rompant avec cette histoire d'écrire les textes en latin. Il a fait un manifeste pour la raison. Il prépare les esprits à la science nouvelle en réformant d'abord la manière de penser. Descartes a tout fait pour que la raison domine, et la raison seule domine la science. Dans son texte, Descartes a parlé du bon sens. Même si vous n'avez pas le texte devant vous, je souligne qu'il a grand parlé du bon sens. Descartes ouvre son discours par une déclaration célèbre.
le bon sens est la chose la mieux partagée du monde. Si vous aviez l'habitude d'entendre cette citation et que vous ne saviez pas qu'il avait dit, qu'il avait écrite, donc c'est Descartes. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Par bon sens, il entend tout simplement la raison, c'est-à-dire la faculté de distinguer le vrai du faux. Dans la première partie du discours de la méthode de René Descartes, il ouvre son discours par une déclaration devenue célèbre. Le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. Par bon sens, il entend la raison. Je rappelle que Descartes veut montrer que la raison doit être le pilier seul de la science. Donc, la raison, d'ailleurs, qui est cette faculté de distinguer le vrai du faux, donc cette faculté est naturellement dans tous les hommes. Tout le monde a cette faculté de distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux. Et il faut noter que Descartes a souligné dans cette première partie que l'origine des erreurs ne vient pas d'une inégalité d'intelligence, mais de la manière dont chacun conduit sa pensée. Là, nous sommes encore dans l'introduction où nous sommes en train d'analyser, eh bien, le texte de René Descartes. Ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon pour René Descartes, mais le principal est de l'appliquer. Le principal, c'est de bien l'appliquer. L'ironie est subtile. L'ironie est subtile. Les hommes peuvent se plaindre de tout. De la misère. Ils peuvent se plaindre du manque de nourriture, de sa femme, de ses enfants, de son homme, de son mari, etc. Mais les hommes ne se plaignent pas de leur jugement. Preuve qu'ils reconnaissent spontanément cette dignité qui les distingue des animaux. Oui. Ils sont doués de raison. Ils se disent, je ne suis pas un animal instinctif parce que je peux juger ce qui est bon, ce qui est faux pour moi. Dans la troisième partie du discours de la méthode de René Descartes, il a parlé de la morale provisoire. En attendant de pouvoir fonder une morale définitive sur sa méthode, Descartes propose une morale provisoire en 3 maximes pour guider l'action. 1. Obéir aux lois et coutumes de son pays, respecter la religion reçue en éducation et adapter une conduite modérée. Ça, c'est la première règle de ces 3 maximes. Et la deuxième,
être ferme et résolu dans ses actions. Une fois un choix fait, s'y tenir comme on avance tout droit dans une forêt après avoir choisi une direction. Et la troisième règle, c'est se changer soi-même plutôt que l'ordre du monde. Il a dit, vaincre plutôt ses désirs que l'ordre du monde. Face à la diversité des opinions et à l'incertitude des savoirs scolastiques, René Descartes élabore 4 préceptes simples et universels. La première règle, c'est la règle de l'évidence. Ne recevoir aucune chose pour vraie qu'on la connaisse clairement et distinctement. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est la règle de l'analyse. Dans cette règle, il faut diviser chaque difficulté en autant de parcelles que possible. La troisième règle, c'est la règle de synthèse. Conduire ses pensées par ordre du plus simple au plus composé. Et la troisième partie, c'est la règle de la récapitulation. Faire partout des dénombrements si généraux qu'on soit assuré de ne rien omettre. Dans la quatrième partie, donc la morale provisoire, il a développé la morale provisoire. En attendant de pouvoir fonder une morale définitive sur sa méthode, Descartes propose une morale provisoire en 3 maximes pour guider l'action. Donc, 3 maximes pour et permettre à l'action de sortir d'un endroit à un autre. Et le premier élément de ces 3 maximes, obéir aux lois et aux coutumes de son pays, respecter la religion reçue en éducation et adapter une conduite modérée. 2, c'est être ferme et résolu. Cette morale pragmatique permet à Descartes de douter de tout sur le plan théorique sans pour autant sombrer dans l'indécision pratique. Dans la quatrième partie de son texte, il va parler du doute méthodique et le cogito. Il faut souligner que c'est le cœur métaphysique de son discours sur la méthode. Descartes décide dans cette partie de tout remettre en question. Les sens qui peuvent parfois tromper. Par exemple, je peux dire avoir entendu telle ou telle chose, et pourtant ce que je dis avoir entendu n'est pas ce qui a été dit. Voyez? Ça peut parfois nous tromper. Il y a la raison, même si on est doté de raison, mais on peut parfois commettre des erreurs. Et même le monde extérieur, on peut rêver. Descartes pousse le doute jusqu'à supposer l'existence d'un malin génie qui nous tromperait systématiquement. Mais pour douter de tout, il faut penser. Et penser, c'est exister. D'où la formule
célèbre. Je pense, donc je suis. Le doute méthodique et le cogito, c'est la quatrième partie que l'on va étudier donc, dans le texte de René Descartes. C'est le cœur métaphysique du discours. Descartes décide de tout remettre en question, de tout remettre en doute. Le sens qui peut parfois nous tromper. La raison qui peut commettre des erreurs. Il pousse le doute jusqu'à supposer de l'existence d'un génie malin qui nous tromperait systématiquement. Mais pour douter de tout, il faut penser. Et penser, c'est exister. D'où sa formule célèbre. Je pense, donc je suis. Le fameux cogito ergo sum. Ce premier principe indubitable devient le fondement de la certitude. Descartes peut alors démontrer l'existence de Dieu comme garant de la vérité des idées claires et distinctes, puis rétablir la connaissance du monde extérieur. Et dans la cinquième partie, l'homme-machine et la distinction âme-corps. Descartes expose sa physique du monde et sa conception du corps vivant. Le corps humain est comparable pour Descartes à une machine dont les mouvements obéissent aux lois de la mécanique. Ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est la parole. Aucun animal ne peut inventer un langage. La raison. L'homme agit par connaissance, l'animal agit par instinct. La science comme technique, c'est la sixième partie du livre ou bien du texte de René Descartes sur le discours de la méthode. Il conclut en soulignant que la science doit rendre l'homme maître et possesseur de la nature. La connaissance n'est pas pure contemplation, elle vise à améliorer la vie humaine, notamment par la médecine. Il explique aussi sur la prudence qui l'a conduit à ne pas publier certaines de ses découvertes, premièrement par respect pour la religion et pour préserver sa tranquillité. Dans la conclusion, on va dire cela. Le discours de la méthode est bien plus qu'une préface. C'est le manifeste de la modernité philosophique. En substituant la tradition scolastique, un nouveau départ fondé sur le doute et la raison. Descartes affirme que la vérité n'est pas à recevoir par autorité, mais à chercher par un effort méthodique. L'égalité du bon sens, en fait, un projet universel, accessible à tout homme.